Chers amis de l'Institut des Libertés, bonjour. Vous êtes sur IDL Média, la chaîne de l'Institut des Libertés, dans la série Polar. Dans la série Polar, on a l'habitude maintenant d'inviter des écrivains, des gens qui ont écrit des romans policiers. Et aujourd'hui, je vous propose de procéder à l'interrogatoire d'un écrivain, youtubeur, quelqu'un d'assez original, qui en fait est plutôt un spécialiste de l'islam, parce que dans ses vidéos, vous connaissez forcément, il nous parle beaucoup de l'islam et du Coran qu'il décortique dans le détail avec beaucoup de précision, mais c'est aussi un écrivain. Et il a écrit un roman policier intitulé « Nul n'est censé ignorer la loi de la jungle ». Majid Oukacha, bonjour. Bonjour. Alors comme je le disais, vous êtes youtubeur, mais vous êtes aussi écrivain et vous avez écrit un roman policier. Alors moi forcément, l'ancien policier que je suis, ça m'a intéressé, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, votre roman. Et j'ai trouvé beaucoup de choses, j'allais dire, au premier degré, beaucoup de choses intéressantes sur le plan de l'enquête, même si ça se passe aux États-Unis, vous allez me dire pourquoi. Mais au-delà, vous ouvrez des portes, j'allais dire, comme on dit en police, comme on dit dans une procédure policière, vous ouvrez des tas de portes. Et il faudra qu'on en parle. Mais dans un premier temps, Majid, j'aimerais savoir comment est-ce que vous est venue l'idée, l'envie d'écrire un roman policier. Expliquez-nous ça, ça vient d'où ça? Eh bien en fait, j'ai écrit ce livre, j'ai imaginé ce livre qui à la base était un scénario de film, juste après avoir obtenu mon bac à la fin du lycée. Je voulais être scénariste et du coup j'ai écrit un premier scénario de film. Et en fait, je voulais parler de sujets qui me touchaient, je voulais parler de sujets originaux, je voulais essayer de ne pas forcément traiter de sujets dont on parle habituellement. Et je m'étais fait une petite réflexion, j'avais remarqué que dans une journée, la majeure partie des individus passent plus de temps à penser qu'à parler, à s'exprimer autour d'eux, ne serait-ce que quand vous ouvrez les yeux le matin et que vous regardez votre réveil, vous vous dites déjà « Ah, je suis fatigué, mince, je me suis réveillé trop tard, je vais être en retard au travail. » Voilà. Et les gens passent plus de temps à penser qu'à parler. Et c'est vrai que le contexte de l'écriture de ce livre, j'avais quitté l'islam en fait en parallèle, j'étais devenu un ex-musulman. Et c'est vrai que j'avais toujours grandi avec l'idée d'un Dieu qui peut entendre mes pensées en permanence. Et parce que c'est comme ça en fait, c'est un dogme de l'islam, savoir que Dieu épie vos pensées en permanence, que vous n'avez jamais de pensées intimes qui ne vous appartiennent qu'à vous-même et qui sont inviolées. C'est Big Brother un peu. Voilà, c'est ça. Et en fait, en sortant de l'islam, en cessant de croire en Allah, en devenant agnostique, et ben pour la première fois, je me suis approprié mes propres pensées intimes, mais j'ai été dans l'idée effectivement que personne ne pouvait entendre mes propres pensées. Et j'ai donc voulu écrire un livre sur ce sujet de la télépathie. La télépathie, j'ai imaginé une petite histoire à partir de ça. Si vous voulez, je peux vous la résumer. Bah oui, parce que ce qui est original dans votre roman, c'est bon, ça se passe aux États-Unis, c'est du côté de la Californie, puis un petit peu Las Vegas aussi, je crois. D'accord, mais vos héros sont télépathes. Alors rassurez-moi, première question, c'est quand même qui est importante. Est-ce que vous êtes télépathe? Alors non, je ne suis pas télépathe, effectivement. C'est sûr, certain, oui. Et effectivement, la télépathie, qui est un sujet central, un enjeu central dans ce livre, en réalité n'est qu'un prétexte pour le véritable sujet politique du livre. Et je vais essayer d'expliquer, effectivement, pour résumer pour les spectateurs, quel est l'intérêt de mon livre. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Horacio, qui a 15 ans, qui vit dans l'Oregon, qui est une région avec des paysages montagneux, et un été, il part en excursion avec son camp scout, et il aperçoit une météorite qui atterrit du ciel, qui tombe en contrebas d'une vallée au bord d'un lac. Il va falloir plusieurs heures de marche, et il va réussir à atteindre cette météorite avant ses amis, et il va découvrir du coup, dans cette météorite encastrée, une pierre précieuse de forme pyramidale bleue. Il n'a aucune idée de ce que c'est, mais évidemment, il va la cacher dans son sac, il va la garder pour lui, il va n'en parler à personne. De retour chez lui, il va en parler à sa mère, et en fait, il va se rendre compte que cette pierre a une propriété très particulière, dans des circonstances un petit peu hasardeuses. C'est que tant qu'il touche cette pierre, qui fait environ 1 kilo, voilà, une pierre pyramidale, et que quelqu'un a un contact physique direct avec lui,
eh bien, il a du coup le pouvoir d'entendre les pensées de la personne, mais sur le coup, c'est-à-dire le flux de pensée sur le moment. Ça serait pas mal si ça existait, oui. Ou alors peut-être ça serait horrible, je sais pas. Alors justement, il ne peut entendre que le flux de pensée des gens sur le moment, ce qui veut dire qu'il ne peut pas savoir c'est quoi votre code de carte bleue ou savoir quel secret vous avez enfoui dans votre tête il y a plus de 10 ans, mais il peut savoir sur le coup, si vous me serrez la main, il peut entendre le fait que la personne dise « Ah, encore lui, il a les mains moites, celui-là », voilà, il peut juste entendre les pensées des gens sur l'instant. Et c'est vrai que dans la plupart des œuvres avec une petite partie de science-fiction, un pouvoir de la sorte, ça permet de devenir en général un super-héros ou en tout cas d'avoir un gros avantage sur le plan physique. Or, ce pouvoir d'entendre la pensée d'individus seulement sur un instant T, en fait, ça ne lui sert pratiquement à rien. Ça n'en fait pas un sportif plus accompli, ça ne l'aide pas particulièrement dans ses résultats scolaires. S'il entend parler d'un braquage de banque, il ne peut pas intervenir et désarmer les braqueurs et sauver les gens. Voilà, parce que c'est très difficile en fait dans une journée, le fait que quelqu'un puisse avoir un contact tactile prolongé avec quelqu'un, et encore il faut même qu'il y ait un intérêt à écouter les pensées des gens sur le moment. Or voilà, c'est pas toujours quelque chose de très fructueux et très productif pour lui de pouvoir serrer la main ou pouvoir danser avec une personne. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce héros Horatio va avoir d'autres péripéties dans sa vie, il va perdre sa mère, et puis un jour il va se dire « Tiens, finalement, je vais partager ce secret avec mes 2 meilleurs amis », ses 2 meilleurs amis de l'époque, quand il est un lycéen. Je précise qu'entre-temps, il a un petit peu évolué, c'est-à-dire que cette pierre qui est beaucoup trop lourde, il en a cassé un petit morceau, il l'a mis en pendentif autour de son cou, donc elle garde un contact avec sa peau en permanence. Et lui, quand il touche la peau d'autres gens, voilà, que ce soit une poignée de main ou autre chose, voilà, il peut entendre les pensées des autres. Et quand il va partager un morceau de cette pierre avec ses 2 meilleurs amis, à ce moment-là, en fait, ils vont réaliser les 3 qui peuvent communiquer par télépathie à distance. Et toute l'histoire après, parce qu'effectivement, on ne va pas raconter toute l'histoire du roman, mais effectivement, on est parti pour pas mal de péripéties, de rebondissements. Pourquoi est-ce que ça se passe aux États-Unis? Parce que moi, j'aurais pensé que ça aurait pu se passer en France. Et là, l'enquête policière, je l'aurais regardé avec un œil de professionnel. Là, je suis un petit peu perdu parce que ça se passe aux États-Unis, donc c'est les règles de procédure de l'État de Californie qui plus est. Vous êtes renseigné un petit peu sur la police en Californie, sur les règles de droit là-bas? Oui, j'ai correspondu avec deux policiers en fait, avec une première fois avec une policière du commissariat de Anaheim il y a plusieurs années, et ensuite j'ai correspondu plus tard avec un policier du commissariat de Santa Barbara, pardon. Et du coup, j'ai pu effectivement me renseigner sur beaucoup de choses, sur les procédures d'arrestation. Anaheim, c'est Los Angeles. Hein, voilà, c'est ça, sur la banlieue de Los Angeles, ces 2 villes-là. Effectivement, je me suis renseigné pas mal auprès d'eux sur les procédures d'arrestation, sur les procédures non dites peut-être qui permettent de résoudre des enquêtes également. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte vraiment de beaucoup me renseigner. Peut-être j'ai toujours été passionné par le cinéma américain, et du coup j'ai situé cette histoire là-bas. Et c'est aussi en réalité pour des questions d'ordre pratique, puisque mes 3 héros de mon histoire, qui deviennent des télépathes, du coup ils peuvent s'entendre penser à distance quand ils le souhaitent, je précise. Ils peuvent garder leurs pensées pour eux-mêmes ou avoir des pensées communicatives s'ils le souhaitent. Eh bien en fait, ils se font beaucoup d'argent grâce au poker, puisque en réalité ils passent leur temps... Ils trichent en fait. Voilà, ils trichent, ils écument des tables. En fait, le poker, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un sport individuel. On vient tout autour d'une table, chacun a seulement ses 2 cartes en main dans le poker Texas Hold'em, et on n'a pas le droit de parler avec les autres. Or, ces 3 amis-là se font passer pour des connaissances qui ne se connaissent pas particulièrement, et ils écument différentes tables de joueurs moyens à travers tout l'État de Californie. Ils parient, et en fait, ils discutent entre eux par télépathie durant les parties de poker pour s'entendre sur des combinaisons à réaliser, de manière à chaque fois à gagner. Ils se font des centaines de milliers de dollars petit à petit durant les parties. Voilà, donc ce sont clairement des voleurs, clairement des gens malhonnêtes. Et effectivement, un des éléments intéressants de mon histoire, c'est que va intervenir un jour une policière, Anna, qui va par hasard découvrir leur secret, ce que personne n'avait jamais découvert avant. Et à partir de là, va avoir lieu un jeu de dupes et de chantage entre mon héros Horatio et Anna, cette policière. Entre mon héros Horatio qui va se disputer avec ses 2 meilleurs amis, puisque ses 2 meilleurs amis en fait lui disent que c'est très bien de gagner de l'argent petit à petit dans différentes tables, ça prend beaucoup de temps, il gagne des centaines de milliers de dollars, et en fait ses 2 meilleurs amis lui disent
après plusieurs années à utiliser cette télépathie qui est un secret bien gardé, ils lui disent mais en fait pourquoi on s'embête à gagner petit à petit de l'argent comme ça? On pourrait très bien vendre la pierre pyramidale que tu as cachée quelque part, parce que le héros qui a trouvé la pierre, il l'a cachée quelque part et chacun dispose d'une petite pierre individuelle. Pourquoi est-ce qu'en fait on ne le vendrait pas à un milliardaire d'Internet de la Silicon Valley ou au gouvernement américain? On aurait des milliards en échange et à ce moment-là va se créer un schisme dans le groupe entre mon héros et ses deux meilleurs amis, puisque à ce moment-là, une conscience politique va un peu se développer dans l'esprit un peu puéril et légèrement cupide de mon héros, il va comprendre qu'en réalité, ce pouvoir de télépathie est quelque chose de très dangereux, puisqu'en fait, déjà, il se dit d'un point de vue pratique, ça pourrait valoir des milliards potentiellement. Si vous donnez demain cette pierre, ce pouvoir à quelqu'un qui pourrait l'utiliser à des fins peut-être positives ou négatives, je pense que moi, si vous échangez cette pierre contre quelqu'un qui vous donne une valise de milliards, je suis même pas sûr que vous surviviez à la transaction. C'est-à-dire sur le coup, dès l'instant où vous lui avez donné la pierre et que lui vous donne de l'argent, vous devenez quelqu'un de gênant et de compromettant parce que vous connaissez ce secret, puisque l'avantage de ce pouvoir, c'est justement que le reste de l'humanité ne le connaît pas. Vous avez un avantage comparatif sur les autres. Et si jamais vous vendez ça à un gouvernement, vous par exemple qui avez été policier, ce gouvernement pourrait très bien l'utiliser. D'abord, il pourrait faire analyser cette pierre et peut-être utiliser de la technologie pour en faire un outil qui pourrait permettre d'écouter dans les pensées de tous les potentiels criminels, et du coup ça pourrait aider à la justice, mais un gouvernement pourrait aussi utiliser cette pierre pour écouter les opposants politiques, pour écouter la population à son insu, si bien que c'est ça finalement la vraie réflexion politique derrière ce prétexte de la télépathie. En fait, c'est de dire, est-ce que cet outil qui pourrait être utilisé pour des bonnes choses ou des mauvaises choses, finalement, c'est pas un petit peu dangereux? Alors c'est ça c'est l'autre lecture de votre roman qui est, comme vous le disiez, un roman qui commence un petit peu comme une histoire de science-fiction, quoi. Et puis après c'est un roman policier, mais au-delà. L'autre lecture, on peut le lire comme ça, confortablement installé dans un fauteuil, dans son salon, et puis se dire, tiens, c'est un roman sympa. Maintenant, au-delà, ça pose d'autres problèmes. C'est ce que vous évoquez, c'est le problème du transhumanisme. Qu'est-ce que serait l'humanité? Comment est-ce qu'elle évoluerait, l'humanité, si on arrivait à augmenter l'homme, c'est-à-dire lui donner d'autres pouvoirs grâce à la science ou grâce à effectivement votre météorite, parce que j'imagine que c'est une météorite qui est tombée du ciel et qui donne des pouvoirs. Comment est-ce que l'humanité pourrait fonctionner? Il y aurait une partie de l'humanité qui serait supérieure à l'autre, qui dirigerait l'autre. Il y aurait une petite partie des gens qui seraient des êtres supérieurs, d'une humanité supérieure, et qui commanderait la Terre entière. Alors, ça m'amène à avoir quand même une réflexion assez particulière, parce que je vous connais en tant que youtubeur spécialiste de l'islam, et quand j'en suis arrivé à cette partie-là dans votre roman, je me suis dit, mais tiens, mais est-ce qu'il n'est pas en train de nous raconter l'histoire des grandes religions de notre époque? Est-ce qu'il n'est pas en train de nous parler de l'islam avec les musulmans qui tournent à la Mecque autour de la Kaaba? Parce que je pense qu'il y a une météorite qui est dans cette à la Kaaba au milieu là. Est-ce que c'est pas l'Arche d'Alliance? Est-ce que c'est pas le Saint Graal? Est-ce que c'est pas une image un petit peu, votre pierre qui est tombée du ciel, du pouvoir des religions, des grandes religions monothéistes que l'on connaît? Je suis pas sûr que ce soit complètement la réflexion que je me sois fait. Comme je vous l'ai dit, en fait, en réalité, je me fais une réflexion parallèle. Actuellement, par exemple, on utilise tous Internet et il y a des GAFAM qui ont accès aux informations. À tout. Big Data, ils savent tout de vous. Voilà, ils ne savent que ce qu'on veut bien dire à nos téléphones dans nos conversations avec les gens. C'est comme vous, la télépathie, quand il faut avoir un contact physique avec les gens. Voilà. Là, c'est pareil, il faut avoir un contact avec son téléphone, son ordinateur. À partir du moment où vous êtes connecté, les GAFAM savent tout de votre vie. Justement, pour l'instant, l'intimité de ce qu'il y a dans nos têtes, c'est pas encore un élément que la science a pu suffisamment explorer et maîtriser, mais en tout cas, mon livre est un petit peu une réflexion sur l'idée de qu'est-ce qui se passerait si demain on pouvait démocratiser, vendre dans le commerce le moyen de faire de la télépathie entre nous. Si demain la science permettait qu'en réalité on puisse découvrir que nos pensées, nos secrets les plus intimes, ce soit simplement qu'un disque dur dans la tête qui soit accessible à absolument tout le monde, je pense que ce serait le progrès technique de trop qui ferait que les gens seraient divisés, se séparaient, se méfieraient les uns des autres. Tout le monde entendrait les trahisons des autres, tout le monde se méfierait des autres. Je pense que tout le monde a peut-être des secrets vis-à-vis des autres, peut-être tout le monde a un petit peu déçu soit ses amis, soit son épouse. J'imagine vraiment que ça diviserait totalement les hommes si demain tout le monde avait accès à ça. Si une élite éclairée disposait de ce pouvoir, qu'elle ne le donnait pas au reste de la masse et qu'elle l'utilisait
comment dire, elle l'utilise pas contre les citoyens, mais en tout cas sans les avertir tout du moins, ce serait quand même un danger et un risque. Alors, est-ce que c'est pas déjà ce qu'on est en train de vivre avec les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, le dernier, c'est quoi? C'est Apple. Un petit peu, et il y a également Microsoft. Est-ce que c'est pas un petit peu ça? Le big data, c'est quoi? Le big data, c'est tout ce que vous faites. Tous les gens avec lesquels vous correspondez, tout est enregistré, tout est mélangé, ce qui fait qu'après, quand vous êtes sur Internet, on vous offre des publicités ciblées par rapport à vos Bien sûr. Est-ce que c'est pas une manière d'être un petit peu télépathe et de lire dans les pensées des gens et de précéder? Quelque part, oui, c'est un peu ça. Mais là, ce serait un niveau encore pire, un niveau ultime, puisque là, c'est carrément les pensées des gens, c'est-à-dire une réflexion subie, permanente, avec peut-être même ses fantasmes les plus inavoués, peut-être des secrets qu'on se remémore. Et je pense sincèrement, en fait, la vraie question à se poser, c'est, il y a du progrès technique et technologique qui va de plus en plus vite, j'ai l'impression, effectivement, sur Terre. Ça pose des questions sur la dimension effectivement du transhumanisme qui de plus en plus peut devenir un outil pour le meilleur et pour le pire. Et c'est vrai que mon héros essaie beaucoup il se met à avoir une conscience politique assez développée. Il se dit quelque part, est-ce que cet outil que j'utilise égoïstement moi-même pour voler l'argent de parieurs au poker, est-ce que quelque part c'est pas devenu un enjeu, une responsabilité terrible que je me suis donné? Il est obligé de se faire un choix, de se dire est-ce que l'humanité mérite vraiment de connaître cet objet? Parce que c'est vrai qu'il pourrait très bien le vendre, il pourrait très bien passer à la télé et dire voilà, j'ai trouvé cette pierre, ça permet de devenir télépathe. Laissons les scientifiques synthétiser cet objet naturel et quelque part être utilisé. Et finalement, la pierre à laquelle j'ai donné des propriétés très terre à terre, puisque cette pierre, vous vous en souvenez dans l'histoire, comment dire, il faut de l'air continu entre deux personnes pour qu'ils puissent s'entendre penser par télépathie. S'il y a un mur, ils ne s'entendent plus penser. Elle n'en fait pas des super-héros d'une certaine manière, mais quelque part, c'est comme si vous et moi, on était au Moyen-Âge et qu'on avait un téléphone portable, en imaginant qu'il y ait des satellites, et qu'on puisse se parler à distance à plusieurs centaines et milliers de kilomètres. Finalement, cette pierre, c'est juste un avantage comparatif technologique par rapport à l'époque de ces héros-là. Ils ne voient pas ça comme de la magie, ils ne voient pas ça comme du surréalisme, ils voient peut-être ça comme un petit avantage comparatif technologique et ils ont juste une avance sur leur temps, mais peut-être que plus tard, des scientifiques réussiront effectivement à trouver le moyen de s'entendre penser. Mais encore une fois, comme vous l'aviez très bien dit, c'est peut-être juste un prétexte selon moi, c'est la télépathie dans cette histoire. La véritable histoire que j'ai voulu raconter, c'est l'histoire de protagonistes, c'est-à-dire un intrus, une policière et mes trois héros, qui ensemble sont liés par cet enjeu de cette pierre qui effectivement est un objet terrible, fascinant et en même temps terrible. Et il y a un jeu de dupes, il y a un jeu de chantage autour de ces différentes personnes. Voilà, et c'est ça que j'essaie de raconter. Ce sont des gens ordinaires, et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des gens de la vie de tous les jours. Bien sûr, ce sont des personnages imaginaires, mais ce sont des gens que vous avez décrits comme étant des gens d'une classe sociale tout à fait classique. C'est pas au départ, ce ne sont pas des gens de la haute société en Californie, ce ne sont pas des gens qui sont déjà chefs d'entreprise, ce ne sont pas des gens qui souhaitent commercialiser ou utiliser ce pouvoir-là à des fins politiques. Non, ce sont des gens qui sont partis de rien, par hasard, un des trois a trouvé cette pierre. Voilà, ce sont des gens très terre à terre qui souhaitent gagner de l'argent. En fait, c'est ça. Alors, c'est gagner de l'argent. Mais on en arrive ensuite très vite à la réflexion, parce qu'ils sont jeunes, vos héros. Ils sont très jeunes, ils ont toute la vie devant eux, et on en arrive très vite à la réflexion qui vous pose la question à vous-même: qu'est-ce que je vais faire de ce pouvoir? Est-ce que je vais le garder pour moi? Est-ce que je vais devenir riche grâce à ce pouvoir? Est-ce que je vais le vendre à quelqu'un? Est-ce que je vais le diffuser à l'humanité tout entière? Et ça, je crois que ce sont les grands enjeux. J'en viens à l'homme augmenté. Je crois que ce sont les grands enjeux de notre époque. Est-ce qu'on n'est pas face à un choix actuellement, avec une humanité qui se retrouve à un carrefour? Est-ce qu'on doit développer la science qui peut tout faire? Et cette science, alors c'est pas une météorite tombée du ciel, hein, c'est la science qui va nous permettre peut-être de choisir. Et la science aujourd'hui parfois utilise un simple objet naturel et après l'améliore. Donc finalement c'est un petit peu la réflexion aussi de Horatio quelque part. Il a conscience que c'est un objet naturel qui a des limites, c'est-à-dire il ne peut pas s'entendre au-delà de 150 mètres. Il faut qu'il y ait des conditions météorologiques, il ne faut pas qu'il y ait de tempête, il ne faut pas qu'il y ait de murs ou d'obstacles solides qui les séparent. Est-ce que la science demain ne va pas exploiter cet objet naturel et l'améliorer dans des proportions
sont débridées, totalement surréalistes. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre avec l'évolution de la science, avec l'homme transgénique. On est en train en Californie, j'imagine, on est en train de pouvoir choisir ses enfants, leur taille, la couleur des yeux, des cheveux, etc., leur sexe, bien évidemment, peut-être leur quotient intellectuel, allez le savoir. Et en fait, le transhumanisme, il est là. C'est-à-dire que c'est un pouvoir. C'est pas un pouvoir qui est donné à tout le monde, parce que l'écrasante majorité de l'humanité n'a pas le choix de l'ADN, j'allais dire, de sa descendance. Mais là, on est en train d'aller vers cette évolution scientifique qui va permettre à une petite minorité de l'humanité de choisir sa descendance et de choisir le destin d'une humanité privilégiée. Justement, ça pose la question de ce qu'est un pouvoir. Regardez, tout le monde aujourd'hui pratiquement a un téléphone mobile. Un téléphone mobile, ça permet de parler en direct à quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres instantanément. Du coup, le fait que ce soit démocratisé et que tout le monde ait droit à cet objet, ça fait que le téléphone mobile n'est plus un avantage comparatif par rapport à d'autres. Mais il y a d'autres types de pouvoirs. Si c'est un pouvoir entre les mains d'une minorité et qui est totalement ignoré par le reste de la masse, qui est le cas de mes 3 héros qui disposent d'une pierre qui leur permet de faire de la télépathie et surtout qui est totalement ignoré par le reste de l'humanité, eh ben c'est une autre réflexion effectivement sur le pouvoir. Et d'ailleurs, dans mon livre, qui ne porte pas ce titre par hasard, en fait, en réalité, ce pouvoir central est un enjeu qui va impliquer différentes personnes, et ces différentes personnes vont devoir en permanence dans des dialogues, dans différentes situations, manigancer, se manipuler entre elles, etc. Et en fait, le pouvoir extraordinaire dans ce livre, qui est cette pierre qui permet la télépathie, finalement est sauvé par des méthodes purement terre-à-terre, par la violence, par la menace, par le chantage. En fait, ce sont des méthodes humaines purement, si bien qu'on a l'impression qu'à la fin, c'est quand même juste le plus fort, le plus brutal, le plus fort, voilà, qui l'emporte en réalité sur cet objet. À la fin, c'est toujours lui qui mène. C'est ça. Alors, effectivement, parce que votre transhumanisme purement humain, c'est redondant de le dire, mais votre transhumanisme appliqué à vos héros, ça finit quand même dans la violence et dans le sang, quoi, parce qu'on va pas raconter l'histoire, mais il y a des cadavres. Hein, j'aimerais revenir à quelque chose qui moi m'est apparu comme étant fondamental dans votre livre, c'est l'évocation quand même des religions. Est-ce qu'on n'est pas à la recherche du Saint Graal? Est-ce qu'on n'est pas à la recherche de la pierre philosophale, de l'Arche d'Alliance, d'un objet symbolique qui vous donnerait un pouvoir, une connaissance et un pouvoir absolu, quoi, sur l'humanité tout entière? Parce que, à l'inverse de vos héros qui sont des gens de la vie ordinaire, est-ce que c'est pas l'histoire d'une quête, de la quête du Graal que vous nous racontez? Et est-ce qu'on n'a pas des gens qui sont à la recherche d'un pouvoir, certes un pouvoir qui va les amener à devenir très riches, mais d'un pouvoir aussi spirituel, parce que vous avez un ascendant sur les autres, vous êtes capable de les manipuler, vous pouvez l'orienter l'humanité tout entière, parce que vous avez ce pouvoir-là. Quelle est la part de religion qu'il y a dans votre roman, dans votre polar de science-fiction là? Moi, je fais partie des gens qui estiment que potentiellement toute idéologie peut être une religion. Vous savez, un politicien qui a un programme politique, il ne promet pas un salut post-mortem, mais tout le reste de ses promesses idéalisées, quelque part, les groupies de ce politicien, surtout s'il est bien démago et que les groupies sont encore plus naïfs pour le croire sans cesse, c'est une forme de religion, si je puis dire. Je pense que, tout pouvoir a sa part d'ombre. C'est aussi ça un petit peu cette espèce de Graal dont vous parlez. Il n'y a pas de pouvoir idéal. Plus un pouvoir, a un impact, plus il y a une capacité. Vous savez, c'est comme vous avez été policier. C'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est la personne qui a l'arme entre ses mains. C'est-à-dire que entre les mains de la police et le reste de la population n'a pas d'armes. Normalement ça va. Ça permet effectivement de faire régner l'ordre. Mais une arme entre les mains de quelqu'un de malhonnête. Et du coup, c'est un braquage de banque. Voilà. Et moi, ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre, finalement,
c'est que ça n'existe pas des gens bien et des gens mauvais, il y a des gens qui ont des intérêts à un instant T, qui peut-être peuvent avoir des mauvaises actions, peut-être des bonnes actions, et j'essaie de faire en sorte de créer des personnalités, des personnages principaux, notamment mes deux héros, Horatio, qui parle à la première personne, et le lecteur lira sans cesse « moi » et « je », et il sera dans la peau de Horatio et la policière Anna. J'essaie de faire des personnages complexes qui finalement font que le lecteur aura du mal à déterminer si ce sont des gens bons ou des gens mauvais. Ce sont des personnages qui, au fil de l'histoire, ont un ascendant, pensent avoir un ascendant sur l'autre, et je vais faire en sorte d'embrouiller un petit peu l'esprit des gens, de manière à ce qu'on puisse jamais vraiment se rendre compte de qui maîtrise la situation, qui est un petit peu le prisonnier de méthodes qui pense effectivement appliquer et en tant que maître de la situation. Et l'intérêt pour moi de mon livre, c'est que le Saint Graal dont vous parlez, cette métaphore ou ce premier degré du Saint Graal finalement, encore une fois, c'est un prétexte, c'est tous les enjeux politiques qu'on peut mettre. En fait, en réalité, dans cette histoire, je raconte peut-être même ce qu'est la politique française ou de la politique tout court à l'échelle de quelques individus, avec des rapports de force, avec du chantage, avec des enjeux, avec un jeu de dupe, avec un jeu de bluff, avec l'obligation de mentir parfois pour arriver à ses fins. Les personnages principaux de mon histoire, ironiquement, doivent parfois bien agir, et à chaque fois, mon lecteur va lire qu'ils agissent bien pour de mauvaises raisons, pour des raisons égoïstes, par chantage, parce qu'ils n'ont pas le choix de bien agir, et inversement. Ils doivent aussi parfois faire des mauvaises actions, toujours avec de bonnes intentions derrière, si bien que voilà, j'essaie de faire oublier le manichéisme qui veut que les gens, dans la plupart de peut-être beaucoup d'œuvres littéraires ou de films, seraient soit des bons, soit des mauvais. J'essaie un peu de faire oublier ça, et je pense que ça peut être bien aussi de désacraliser de la même façon l'idée d'un Saint Graal, d'un pouvoir supérieur qui s'imposera à l'humanité. L'idée, c'est pas de se poser la question de savoir si ce pouvoir est bon ou mauvais. Peut-être qu'il est bon ou mauvais à cause des personnes qui le maîtrisent. Peut-être que l'essentiel, c'est pas tellement l'outil en tant que tel, mais encore une fois, c'est l'usager de l'outil. C'est ce qu'on peut en faire. Et c'est d'ailleurs la réflexion principale du héros Horatio, c'est de se demander: est-ce que l'humanité mérite de connaître ce pouvoir? Est-ce qu'il ferait pas mieux d'enterrer finalement ce pouvoir et que personne ne sache jamais son existence? Quelle est la part d'Horatio qui est en vous, Majid Boukhachar? Je pense que j'ai essayé de faire en sorte, peut-être ce héros me ressemble un petit peu, je ne sais pas. J'ai l'impression, parce que au départ, c'est quoi? Il est un peu mexicain, il est pas... Alors, il est d'origine mexicaine, c'est pas américain. C'est pas les autres, non, oui, mais il est pas blond, bleu, quoi. C'est Boukhachar, quoi. Il aurait pu être blanc, ça n'a pas vraiment d'importance, mais en tout cas, j'ai essayé de faire un héros à la personnalité complexe et subtile. Moi, l'intérêt, en fait, de mon héros, j'ai remarqué encore une fois une chose, je reviens juste à ma réflexion de départ au début de cette interview sur la pensée. Je voulais faire une œuvre en fait où je voulais vraiment mettre une œuvre qui consacre les pensées, qui mettent en lumière les pensées du personnage principal plus que ses paroles. Je pense que dans la vie de tous les jours, de tout le monde et même vous, il arrive souvent un décalage entre ce que vous pensez et ce que vous êtes obligé de dire sur le moment. Pour des raisons de politesse diplomatique, voilà, ça peut arriver. Et ben, j'ai fait en sorte de vous donner l'envers du décor d'un personnage qui va vous raconter comment il en est arrivé dans les 3 derniers jours qu'il a vécu à souhaiter la mort de ses propres meilleurs amis et toutes les aventures qu'il va vivre à cause de cet objet, de cet enjeu, qui est cette pierre. C'est vous ça ou pas? Parce que ça m'inquiète un peu quand même. C'est pas que c'est moi, mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte de démontrer que cette personne qui vit une situation extraordinaire a un discours qu'il tient auprès de différentes personnes et qu'il a également des pensées intimes qui parfois sont en décalage avec ce discours. Et je trouvais à mon goût qu'il n'y avait pas assez d'œuvres peut-être dans le domaine de la littérature en matière d'enquête de police qui arrive à nous montrer l'envers du décor des pensées de quelqu'un qui est soumis à du chantage, à de la pression, qui est torturé par une situation où il n'a pas le choix, il va devoir... en fait, il n'a de choix qu'entre des situations pires, et je pense que tout le monde a été dans cette situation, moi-même je l'ai déjà été dans ma vie. Parfois on est coincé, on n'a pas le choix, on doit choisir la solution la moins pire, et ben j'ai fait en sorte que mon personnage principal soit souvent dans la situation de devoir choisir entre des situations les moins pires, et il va devoir faire du mal aux gens, il va devoir mentir, il va devoir tromper, quoi qu'il arrive, des individus, et voilà. Et le fait est que je voulais raconter comment un personnage coincé dans cette situation-là
va devoir négocier, va devoir apprendre à subir du chantage, va devoir lui-même faire du chantage avec d'autres gens. Je pense pas que ce soit véritablement ma personnalité, je pense être quelqu'un d'assez calme, d'assez cool, d'assez transparent. Mais voilà, je voulais en tout cas raconter une œuvre où je pense que vous allez beaucoup plus, quand vous aurez terminé le livre, connaître l'envers du décor des pensées de quelqu'un qui a vécu des choses extraordinaires. Que l'intérêt, c'est pas seulement le contenu des propos qu'il a tenus à différentes personnes, mais c'est encore une fois tout ce qu'il a pensé avant et après ces différentes situations. Oui, c'était ça que je voulais raconter. C'est terrible votre roman, parce que bon, c'est sûr, c'est un polar, hein, c'est une histoire policière. Une fois de plus, il y a des cadavres et du sang, et puis des policiers, et puis voilà, il y a une enquête à faire. Mais en plus de ça, on se demande si c'est pas en quelque sorte la suite de 1984. C'est-à-dire que vous avez un système totalitaire qui, dans 1984, qui contrôle les individus jusque chez eux, qui essaie de contrôler leurs pensées, mais malgré tout, ils arrivent à garder leurs pensées pour eux. Parfois, on essaie de contrôler leurs pensées en réduisant les mots à leur disposition, et puis en contrôlant tous les aspects de leur vie. Là, on va au-delà. C'est-à-dire que on va au fond de leur âme. C'est-à-dire qu'on est capable de lire dans leurs pensées. C'est pour ça que je pense qu'on est au-delà de 1984 peut-être. Donc c'est vraiment les prémices d'un État totalitaire que vous êtes en train de nous raconter. Si cette possibilité de lire dans les pensées d'autrui était diffusée... Démocratisée ou utilisée par... Démocratisée, non, j'y pense pas, mais surtout diffusée auprès de gens de type, une fois de plus, GAFA, de gens mal intentionnés, on s'en sortirait plus. C'est-à-dire que... Oui, ou un gouvernement qui écouterait les conversations de ses opposants politiques. C'est ça, oui, voilà. Ça se fait pas. Ça, d'ailleurs, en France, on n'a jamais de gouvernement qui écoute les conversations des opposants politiques, ça n'existe pas. Mais là, c'est encore mieux, parce qu'on n'a même pas besoin d'écouter une conversation téléphonique. Là, on a directement les pensées. D'ailleurs, on est dans les histoires de science-fiction avec c'est quoi ce film là où vous avez les gens qui se font arrêter par la police avant qu'ils commettent Minority Report. Oui, Minority Report. On est un petit peu aussi peut-être dans les prémices de Minority Report, c'est-à-dire que les gens se font arrêter parce qu'ils ont pensé commettre un acte de délinquance et là, les actes de délinquance, on les pense mais on ne les commet pas. Mais là, avec le pouvoir que vous offrez dans votre roman, on pourrait en arriver jusqu'à Minority Report. Voilà, finalement, les deux personnages centraux, la policière et Horatio, vont avoir des discussions sur le danger que peut représenter effectivement ce pouvoir télépathique, et ils vont avoir des discussions sur la dimension politique que ça pourrait avoir. En fait, ils se demandent, est-ce que la responsabilité d'Horatio de maîtriser ce pouvoir et de posséder l'objet qui permet de l'utiliser, est-ce qu'il ferait mieux de l'enterrer définitivement, de le faire oublier? Est-ce que ses propres amis qui, eux, veulent vendre cet objet pour devenir multimilliardaires, est-ce qu'ils ne deviennent pas finalement ses ennemis à lui? Est-ce que c'est pas un danger effectivement pour l'humanité? Et c'est ça effectivement la véritable réflexion politique, je crois, derrière. C'est encore une fois, je pense, la télépathie n'est qu'un prétexte dans ce livre. Il y a une vraie réflexion politique sur est-ce qu'on peut mentir à la police, à la justice, à son gouvernement pour cacher un objet dont on n'aimerait pas qu'il soit connu de l'ensemble du reste de la planète? Est-ce que le progrès technologique, le transhumanisme ne pourrait pas aller trop loin et faire que demain on puisse tous épier les pensées de tout le monde? Ça se trouve, on va arriver vers ça malheureusement. Et voilà, ce sont toutes ces réflexions à un instant T en 2020, ça se passe en 2020, voilà, que mon héros essaie de se... Voilà, il faut lire le livre. Mentir à la police, c'est mal. Hein, oui, bien sûr, effectivement. Oui. C'est très mal. Alors, la policière, Anna, elle est pas terrible, hein, sur un plan moral, sur un plan éthique, j'allais dire. Si, quand même, parce que... Ah, vous la défendez, vous? Si, parce que malgré tout, c'est une bonne policière qui fait très bien son travail. J'ai essayé de trouver... Oui, parce que si, quand même, malgré tout. Moi, j'aurais Anna dans mon service, je me poserais quand même quelques questions, quoi. Alors, il ne faut pas que vous indiquiez aux gens, effectivement, faut pas spoiler l'histoire aux gens. Je ne spoil pas, mais quand même, il faut se méfier des femmes. Anna, pour moi, qui est la co-héroïne de l'histoire, sincèrement, c'est le personnage dont j'ai le plus travaillé la personnalité. C'est une personnalité très riche. Finalement, elle a un travail de policier durant ses heures de service, et à côté... elle va investiguer, elle va enquêter, elle va aider mon héros Horatio avec une part en elle de policière et une part en elle de personne fascinée et en même temps sur la méfiance du personnage d'Horatio. Elle va essayer de comprendre ce qu'Horatio veut faire de cet objet-là, essayer de comprendre
pourquoi il y a une course contre la montre et effectivement comment il faut faire pour se débarrasser d'une menace. Sincèrement, je pense pas qu'on puisse dire Anna est un gentil ou un méchant, une gentille ou une méchante dans cette histoire. Mais moi, voilà, j'ai fait en sorte de faire un personnage attachant, un personnage utile, un personnage plutôt bienveillant, qui a une part d'ombre, qui quelque part exerce aussi un petit peu un chantage sur le héros, les lecteurs le verront. Moi, c'est plutôt mon personnage favori de l'histoire. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, effectivement, on va pas spoiler l'histoire, mais on aurait pu espérer, enfin moi, en tant qu'ancien policier, j'aurais pu espérer que Anna, la policière, était moralement peut-être au-dessus de vous. Vous auriez voulu qu'elle suive bien les procédures. J'aurais voulu qu'elle suive bien les procédures. Eh bien, j'ai voulu humaniser. Elle suit pas bien les procédures. Eh bien, elle ne suit pas bien les procédures dans diverses situations. On peut pas bien suivre les procédures quand on est policier. Oui, je suis d'accord, mais elle est face à une situation qui n'a pas été prévue par les lois, à savoir que faire devant ce danger du pouvoir de la télépathie. De la même façon que ça n'a pas été prévu par les lois, elle est obligée elle-même, du coup, effectivement, de ne pas obéir aux procédures. Elle est obligée, effectivement, à un moment donné, elle désobéit clairement, elle ne fait pas son travail dans un but égoïste. Certes, les lecteurs le découvriront, mais globalement, voilà, elle commet des mauvaises actions qui ont qui ont des raisons défendable de son point de vue. C'est au lecteur de voir ça. Je pense qu'à la fin du livre, il y a beaucoup de mes lecteurs qui m'ont dit, une partie de mes lecteurs m'a dit vivement que la télépathie arrive, une autre partie m'a dit finalement j'estime que c'est plutôt effrayant. Voilà, chacun se fera son idée de... Ouais, je suis un peu effrayé. Anna, elle est dans une situation où effectivement, voilà, c'est pas prévu par la loi. C'est pas prévu par la loi. Ça m'amène à vous poser quand même une question qui est marquée sur la couverture de votre ouvrage, parce que c'est le titre en fait. Nul n'est censé ignorer la loi de la jungle. Voilà. Alors, nul n'est censé ignorer la loi, et puis la loi de la jungle, ce sont deux adages connus. Nul n'est censé ignorer la loi, d'accord, mais là, vous dites vous-même qu'on est dans une situation pas prévue, on est presque hors la loi, et vos héros sont hors la loi. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas dans les clous, en quelque sorte? Et puis, la loi en question... parce que c'est pas la loi des hommes, c'est au-delà, c'est la loi de la jungle. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans votre titre? Nul n'est censé ignorer la loi de la jungle. C'est le mix de deux proverbes, effectivement. Nul n'est censé ignorer la loi, ça symbolise la civilisation. Ça signifie qu'il y a des règles fixes. Ça signifie que vous êtes né vous-même dans un pays. Les règles existaient déjà. C'est comme ça, vous devez les suivre. Et la loi de la jungle, c'est le total contraire. C'est la loi du plus fort, c'est l'instabilité permanente. C'est le fait que finalement, c'est le plus violent et le plus fort qui maîtrise la situation et qui est le maître. Et la concaténation des deux, en fait, ça veut dire nul n'est censé ignorer qu'à la fin, en réalité, c'est le plus violent et le plus menaçant qui gagne. Vous-même, je vous donne un exemple. Regardez, il y a la justice en France. Si un tribunal vous condamne à une amende financière et à une peine de prison, vous pouvez pas dire au juge, bah non, je vais pas aller en prison, bah non, je vais pas la payer. Pourquoi? Parce que si vous lui dites ça, sur le coup, il fait en sorte que les policiers qui sont une force coercitive vous traîneront jusqu'à la prison si vous voulez pas y aller. Le fisc, avec l'aide des policiers, avec l'aide des militaires s'il le faut, parce que les militaires, c'est l'État, et l'État soutient effectivement la justice. Donc en fait, en réalité, quand on croit qu'on obéit à la justice de façon romantique en se disant l'ordre de la justice règne sur la juridiction de mon pays, peu importe quel est le pays, que ce soit une démocratie ou que ce soit une dictature, c'est faux. La justice peut s'appuyer derrière sur le fait qu'elle ait la police et les militaires de son côté. Donc quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, même en France, en réalité, la vraie réflexion est nul n'est censé ignorer que tu dois obéir à la justice et au droit tel qu'il est défini, aussi en réalité parce que tu n'as pas le choix derrière. La justice est soutenue par les plus forts. Et en fait, en réalité, nul n'est censé ignorer la loi, finalement, c'est la policière, si je puis dire, c'est la police dans mon histoire. Et la loi de la jungle, c'est Horatio, finalement, dans mon histoire. Et c'est la rencontre des deux, en réalité. La rencontre de l'ordre, d'une personne qui se pensait carrée dans sa vie, puisque la policière a toujours été une policière exemplaire, jusqu'au jour où elle rencontre ce personnage Horatio et que par hasard elle découvre qu'il est télépathe. Donc quelque part elle éprouve de la fascination et de la peur pour lui, et elle va l'aider, elle va être en dehors de la loi, elle va peut-être devoir commettre le pire, en tout cas voilà, elle va désobéir. Et à la fois c'est Horatio qui est un voleur, qui vole des gens, qui est malhonnête, mais qui quelque part, quand sa conscience politique va se développer, quand il va vraiment s'interroger sur l'usage de cette télépathie, de ce pouvoir, de cet objet, va petit à petit
peut-être un peu ramené à la raison petit à petit, va se dire peut-être que je vais trop loin, peut-être qu'effectivement c'est grave voilà, d'en arriver à utiliser cet objet et que ça pourrait avoir des répercussions terribles si demain cet objet devait être démocratisé ou utilisé par un GAFA, un milliardaire ou par l'État, quoi. Oui, tout à fait. Voilà la raison de ce titre, effectivement, qui mixe ces deux proverbes. Alors, Majid Oukacha, maintenant, je vous vois un petit peu comme révolutionnaire, là. À vous entendre parler, j'ai l'impression que la révolution est proche, là. Pas forcément. Peut-être que je me contente juste d'anticiper un petit peu une technologie et un progrès technique qui arrivera dans le monde dans 20, 30, 40 ans, je ne sais pas. C'est peut-être juste une réflexion là-dessus, un prolongement de la réflexion sur les GAFAM qui déjà peuvent lire tous nos messages, nos mails, etc. Mais pas encore effectivement le secret de nos pensées, l'intimité de nos pensées, qui est encore la première de nos libertés individuelles, le droit chacun d'avoir l'intimité de ses pensées. Pour l'instant, c'est encore un élément qu'on maîtrise. Voilà, jusqu'à quand? Je ne sais pas. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Très intéressant tout ça. Majid Oukacha, est-ce que vous avez décrit le crime parfait dans votre roman policier? En tout cas, je vais pas le dire pour pas spoiler les gens, mais je suis allé très loin dans des réflexions pour essayer d'expliquer comment on peut commettre un crime parfait, tellement que je me demande même si quelque part j'en ai pas fait un guide parfait pour quelqu'un qui voudrait commettre un crime, parce que j'avoue que je suis allé très loin, je me suis renseigné pas mal, effectivement auprès de policiers sur comment on peut réaliser un crime parfait. Moi-même, j'ai imaginé beaucoup de choses, et il y a beaucoup de réflexions effectivement de la part des personnages principaux de mon histoire, qui dans des clans divers, chacun veut réaliser un peu le crime parfait pour se sortir d'une situation, et c'est aussi ça un petit peu... Alors Majid, souvenez-vous, quand on s'est rencontrés la première fois, on en avait parlé du crime parfait, et puis vous m'aviez lancé un défi. Oui, alors ne spoilez pas les gens. Je ne spoile pas, mais voilà. vous m'avez dit, il y a un crime parfait... Quasi parfait. J'ai Quasi. Volontairement laissé quelques petites failles pour éventuellement une suite à ce livre. J'ai laissé volontairement quelques petites failles, mais il y a des possibilités de crime presque parfait. Vous lisez dans mes pensées. Vous lisez mes pensées, Majid Oukacha, parce que c'était ma question suivante. Je pensais à ça, donc vous aviez lu dans mes pensées, j'allais vous demander, y aura-t-il une suite à « Nul n'est censé ignorer la loi de la jungle ». Je ne sais pas, je sais pas du tout. J'avoue que je suis assez occupé par ma chaîne YouTube, j'ai mon prochain livre sur l'islam à écrire, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai laissé ouverte la possibilité. Alors je vais chercher la réponse. Oui, j'ai la réponse. D'accord, ok, je vois, très bien. Il y a un tissu entre votre main et il faut vraiment qu'il y ait un contact tactile. Oui, mais je suis policier, donc j'ai des pouvoirs supérieurs. Ah, voilà. D'accord. Majid Oukacha, très intéressant. C'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci à vous de m'avoir accueilli, merci de m'avoir lu. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Nul n'est censé ignorer la loi de la jungle ». Comment fait-on pour se procurer votre roman? Sur Amazon, je vais donner le lien à votre monteur pour qu'il puisse mettre ça sous la vidéo en commentaire. Parfait. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne IDL. Voilà, c'est bien. Oui, j'allais le faire d'ailleurs. Mais ma chaîne tant qu'à faire. C'est bien. Merci beaucoup, Majid Oukacha. Merci à vous. Chers amis de l'Institut des Libertés, merci beaucoup. Je vous conseille la lecture de cet ouvrage qui est fort intéressant et comme vous l'aurez compris, c'est un peu plus qu'un simple roman policier. Merci et à bientôt.